c'est Leslie. Salut, c'est Mika. Hey, what's going on? This is Chuck. And my name is Pierre, and we're from Simple Plan. Comme toi, les stars ont choisi la voix de la diaspora. La voix de la diaspora. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui se passe sur la FM. La voix de la diaspora. La radio 100% tube. La voix de la diaspora. La voix de la diaspora. La voix de la diaspora. La diaspora et les pays d'origine. Merci d'être sur la fréquence qui avance. La voix de la diaspora. Si on lisait. Si on lisait, émission littéraire sur Radio La Voix de la Diaspora. L'auteur et son œuvre. Droit dans les yeux. La revue littéraire. Si on lisait. Si on lisait, émission animée par Greg Lulutegui Loua sur Radio La Voix de la Diaspora. Soro Genefo, auditeur, auditrice de la voix de la diaspora. Nous sommes à notre émission et nous recevrons M. Tipotou Kofi dans son essai « Voulez-vous perdre votre héritage ?» Ouvrage de 113 pages, aura édition 16 euros, genre littéraire, essai. Thèmes principaux, nature plurielle de l'héritage financier, moral, intellectuel, culturel, spirituel, la nécessité d'un successeur préparé, formé et responsabilisé, le rôle de leadership dans la transaction, vision, autonomie, mentorat, les erreurs fréquentes, absence de planification, conflits familiaux, mauvaise éducation financière, les dangers d'un héritier non préparé, dilution de l'héritage, perte de vision, tension intergénérationnelle, la communication familiale et la vision partagée comme pilier de la continuité. Ce sont les thèmes axiaux de cet ouvrage de 113 pages, un essai développement personnel. Donc notre émission va se faire en deux rubriques simplement. Il s'agit de la bio-auteur et puis la deuxième rubrique au cœur de l'essai, voulez-vous perdre votre héritage, de Tipotou Kofi. Donc nous allons nous tourner vers notre invité et puis nous allons entrer dans notre émission. Monsieur Tipotou Kofi, bonsoir. Bonsoir. Donc comment est-ce que vous portez? Très bien, et vous-même? Ça va. Ça va. Vous écrivez un ouvrage, voulez-vous perdre votre héritage, auditeur, auditrice de la voix de la diaspora. Nous allons simplement commencer par la rubrique numéro 1, bio-auteur. Tipotou Kofi, présentez-vous aux auditeurs et aux téléspectateurs de la 106.9. Merci. Je suis Tipotou Kofi.
Je suis entrepreneur et auteur de livres sur les finances personnelles. Sur les finances personnelles. Quels sont les ouvrages que vous avez déjà eu à écrire? J'ai écrit plusieurs œuvres, notamment Allumez votre chandelle, qui est mon premier livre, qui est un livre de développement personnel. Ensuite, L'argent, les règles de base, tome 1. Et il y en a plusieurs autres livres. 20 lois irréfutables de la création de richesse. Veux-tu réussir? Dans quel type de business je peux investir? Et voilà, mon tout dernier, c'est l'Afrique, millions sous terre, misère à la surface. L'Afrique, millions sous terre, misère à la surface. À la surface. Donc, vous écrivez ces ouvrages, mais qu'est-ce qui fondamentalement impose M. Kofi vers l'écriture? D'abord, il faut dire que dans notre société, il y a des sujets un peu tabous, des sujets qu'on n'aborde pas avec l'ensemble de la jeunesse. Et aujourd'hui, ce sont ces sujets-là que la jeunesse fait face. Et la jeunesse a du mal à affronter qu'on appelle la vie et sans avoir la connaissance nécessaire. Donc, c'est ce qui m'a poussé à écrire des livres sur les finances personnelles. Sur les finances personnelles. Et nous avons à l'approche, en début mai, dans la première semaine de mai, le Salon international du livre d'Abidjan qui va s'ouvrir au parc d'exposition. Qu'est-ce que vous attendez de ce Salon international du livre d'Abidjan? Pour le salon, d'abord, je tiens à dire merci au gouvernement, à l'État et surtout un grand merci aux organisateurs. Parce que c'est l'un des événements majeurs en termes de littérature dans notre sous-région. Et quand c'est bien, il faut dire que c'est bien. Quand c'est bien, il faut dire que c'est bien. Donc, merci pour cette première rubrique qui a permis de vous présenter, mais en même temps qui a fait une ouverture sur d'autres événements. Et auditeurs, auditrices de la Voix de la Diaspora, nous aurons dû présenter le festival Arnold Kalamb Festival qui s'est tenu au Congo-Brazzaville. Et donc, prochainement dans nos différentes émissions, nous allons vous faire passer des éléments audio, mais aussi pour vous faire une présentation de ce que c'est que le Arnold Kalamb Festival. Et puis, nous avions parlé du colloque international et pluridisciplinaire organisé par le docteur Abraham Bobo, auteur de l'œuvre Wakubo l'albinos qui est au programme scolaire. Ce sont autant d'événements qui se déroulent. Et puis le samedi à Omé, il y aura un concours de slam, qui sera organisé par certains écrivains et dont nous avons eu une réunion avec eux, dirigée par Monsieur Hervé Ayemene, vice-président chargé de la promotion du partenariat avec d'autres institutions, avec d'autres entités dans l'univers littéraire. Et le mardi, nous avions reçu Madame Bakayoko qui nous a parlé de le grand challenge de lecture. Tout ça, c'est là ici à notre réunion de là ici du partenariat que nous avons pu croiser ces festivaliers ou ces promoteurs littéraires qui sont dans l'actionnariat littéraire. Merci au VP Hervé Ayemene, mais aussi à la présidente de l'Association des écrivains de Côte d'Ivoire, Dr Hélène Lobé, pour tout ce qui se fait. Et puis aussi, il faut reconnaître que les assises qui se sont déroulées il n'y a pas longtemps à l'IPNET vont donner leurs résultats terminaux qui va permettre aux écrivains de Côte d'Ivoire de savoir ce que les assises ont donné comme résultat final. D'ailleurs, les résultats sont entendus par notre ministère de tutelle, le ministère de la communication et de la francophonie, mais aussi de l'industrie du livre et des arts du spectacle. Donc c'est important, et maintenant que nous avons donné ces informations brièvement, nous allons nous intéresser à la rubrique 2 au cœur de l'essai Voulez-vous perdre votre héritage de M. Tipotou Kofi. Cette rubrique va se scinder en 3 parties. D'abord, la question sur le fond de l'ouvrage.
Deuxième partie, les questions sur la forme de l'ouvrage et puis le rapport à la contemporanéité de l'ouvrage de M. Tipotou Kofi. Donc nous revenons à Tipotou Kofi et j'espère que tu vas t'intéresser directement à nous et puis on va aller aux questions sans que nous soyons ailleurs. Donc nous allons aborder le premier acte de cœur de ton ouvrage, la question sur le fond de l'ouvrage que tu as eu à écrire. Monsieur Kofi, vous soulignez que l'héritage ne se limite pas aux biens matériels. Quelle forme d'héritage considérez-vous comme la plus menacée aujourd'hui? L'une des formes d'héritage la plus menacée, je vais parler de l'héritage moral, l'héritage intellectuel, l'héritage culturel et traditionnel, et on va dire l'héritage de façon générale est menacé aujourd'hui. L'héritage de façon générale est menacé. Donc le livre insiste sur la nécessité d'une vision partagée entre le légataire et ses successeurs. Comment créer cette vision quand les générations ont des valeurs très différentes aujourd'hui? Quand ces générations ont des valeurs très différentes, il faut travailler beaucoup plus sur la communication. La communication, elle est très importante, et puis mettre en vue l'intérêt général. L'intérêt général est une question centrale dans la gestion de l'héritage. Tu dis le collectif, la collectivité, l'ensemble de la famille, c'est ça qui est l'élément le plus important, et puis il faut travailler sur la communication. Et encore, vous décrivez le leadership comme le relais, comme un relais. Un relais dans le cadre du respect de ce que le légataire a eu à dire, s'il a laissé un acte notarié, s'il y a des écrits, s'il y a des témoins qui corroborent ce qu'on peut dire. Et quelle est la plus grande erreur qu'un leader peut commettre dans la transmission de ce relais-là? L'erreur qu'un leader peut commettre dans cette transmission, c'est de ne pas communiquer suffisamment, de ne pas préparer, comme on appelle son successeur, à diriger les choses. Parce que si l'ensemble de tout ce que vous avez bâti, vous n'avez pas trouvé des successeurs dignes pour accompagner vos œuvres, pour pérenniser l'ensemble de ce que vous avez acquis, en ce moment, on dira que vous êtes mort deux fois. C'est-à-dire non seulement vous êtes mort deux fois. Ça, c'est le thème ivoirien. Voilà, pour faire simple. Donc, je vais dire que vous n'avez pas laissé d'héritage aux générations futures. Mais il peut arriver aussi que vous formiez quelqu'un, parce que cette génération, elle a un esprit fluctuel. C'est ça. Et vous les formez, mais ils ont autre chose en tête. Et si dans ce cas-là, vous avez formé et que celui que vous avez formé ne va pas dans le même sens que vous. En ce moment, on dira que vous avez fait un mauvais choix. C'est pour cela que quand on parle d'héritier, on n'utilise pas le mot enfant. Parce que votre enfant peut ne pas vouloir suivre votre voie. Donc, il faut trouver cette personne-là qui aspire à devenir votre héritier. Il faut que la personne ait des prédispositions, et le livre en parle. Voilà. Et quand vous avez trouvé cette personne-là, la personne peut être sujet à des influences malgré la formation. Voilà. Donc, tout ça, ça doit faire partie de sa formation pour qu'il puisse continuer à apprendre et rester sur la voie. Ici, on va parler de discipline. On va parler de discipline et on va parler d'intérêt général qui doit être toujours mis au centre de toute action que l'héritier doit poser comme acte. Toute action que l'héritier aura à poser comme acte. Parce que l'héritage, c'est en termes d'entreprise, c'est en termes de biens que vous laissez, c'est en termes de plantation, ça va dépendre du domaine dans lequel l'héritier va se trouver. Merci Tipotou Kofi pour ce livre. Voulez-vous perdre votre héritage, ouvrage de finances personnelles, et puis aura édition, celui qui ne prépare pas sa succession prépare sa propre destruction. C'est l'élément qui est mis sur la première de couverture. Nous allons continuer à échanger. Et auditeurs, auditrices de la Voix de la Diaspora, c'est la formation, parce que l'écrivain y bâtit
l'écrivain il construit, l'écrivain il déconstruit, l'écrivain il détruit. Il détruit pour mieux reconstruire, pour mieux construire. Et donc, nous allons en parler. Et pourquoi, selon vous, tant d'héritages échouent-ils à se perpétuer, même dans des familles ou des institutions solidement établies? Parce que vous en parlez dans votre ouvrage. Ouais. Et j'ai répondu à cette question tout à l'heure, brièvement, mais il faut l'approfondir. Il faut l'approfondir. Ici, on va parler d'influence. Les influences, l'évolution de la vie peut faire que ces héritiers-là peuvent tergiverser à un moment donné. Donc, c'est sur les influences. Et puis, le manque qu'on appelle le manque de formation continue. Parce que la formation elle ne s'arrête pas. Il faut continuer à apprendre. Il faut continuer à travailler sur les éléments qu'on a acquis. Voilà. Donc, le manque de formation continue et également les influences. Les influences. Mais là, moi, je suis tenté de me poser une question. Mais lorsque l'héritier qui a été formé par quelqu'un échoue et se laisse influencer par l'extérieur, n'est-ce pas un manque de personnalité même de l'héritier? Voilà. Ici encore, on va parler des critères sur lesquels le mentor s'est basé pour léguer ou bien pour recruter son héritier. Voilà. Donc, tout ça va dépendre maintenant du mentor. C'est à lui de voir les critères. Il faut qu'il définisse des critères justes. Il faut qu'il définisse des critères justes, des critères honnêtes. Mais est-ce que l'hypocrisie même de l'héritier ne peut pas entrer en ligne de compte? Oui, tout ça c'est la personnalité de l'héritier. Oui. Mais l'héritier qui le choisit, c'est le mentor. Oui. Donc c'est le mentor qui fait son choix. S'il a fait un mauvais choix, ça va le suivre toute sa vie. Donc c'est le mentor qui, selon son regard, selon son observation, selon ses connaissances, il désigne tel ou tel comme héritier. Maintenant, si l'héritier a développé des compétences ou bien a développé de mauvaises attitudes, et tout de suite, c'est au mentor qu'on se réfère. Quand un enfant se conduit mal au dehors, on demande qui sont ses parents. Qui sont ses parents. Oui, parce que le mentor, lui, n'est plus là, parce que quand on laisse un héritage, c'est qu'on n'est pas là. On peut être là et puis léguer son héritage. Là encore, on a le temps d'agir, d'intervenir, mais quand on est parti, on ne peut plus agir, parce que c'est là où je parle d'hypocrisie, parce que il cherche à se former, lui, il veut prendre quelque chose. La pérennisation de cette chose-là n'est pas son idée. L'intérêt général n'est plus au centre de sa vision. Ici, on a l'intérêt personnel. Et ça, c'est une vision égoïste. Ouais. C'est une vision égoïste étriquée. Et quand quelque chose est bâti sur du sable, et ça s'effondre forcément. Une maison bâtie sur du sable ne peut pas tenir. Ça, c'est un principe divin, un principe biblique. Donc, nous allons continuer. Et dans votre ouvrage, c'est vrai, vous parlez de finances personnelles et vous insistez sur l'éducation financière. Est-ce là pour vous le pilier de la pérennité ou de la pérennisation ou un outil parmi tant d'autres? Y a-t-il d'autres outils ou bien, je ne sais pas? Il y a d'autres outils, mais il faut dire que la question des finances, c'est une question qui est très très importante. Et tout à l'heure, vous avez parlé de vision personnelle, de vision égoïste, d'hypocrisie. Mais tout ça, ça se réfère à quoi? C'est parce qu'il y a l'héritier qui veut garder tout pour lui peut-être, ou bien qui veut transgresser ce qui a été déjà écrit. Donc, c'est pour dire que la question des finances est au centre. Voilà, elle est centrale, mais néanmoins, il y a d'autres éléments très importants. Qui interviennent également. Qui interviennent parce qu'il y a des exemples. Le livre, dans votre ouvrage, des exemples foisonnent. Par exemple, quand le père décède, la plantation peut-être d'anacarde, la plantation de café cacao, on dit que c'est le grand frère qui doit prendre. Là, il y a pas, c'est un héritage verbal. C'est la rétrocession est verbale. On dit que c'est l'aîné qui prend. L'aîné il prend. Or, quand le père lui il était là, quand il girait,
et tout le monde bénéficiait, ceux qui allaient à l'école, ceux qui travaillaient avec lui, ils partageaient. Mais le grand frère, quand il arrive, qui prend l'héritage, il pense que cet héritage-là, c'est pour lui. Tu vois, c'est pourquoi il parlait du mentorat. Je dis qu'on ne peut pas tout maîtriser, mais il est quand même intéressant. Et cet ouvrage est capital parce que ça ouvre les yeux sur ce qui... Oui, pour revenir là-dessus, c'est au père de préparer tout ça. Voyez-vous, nous sommes dans une société où il y a des gens qui ont vécu avant nous. C'est parce qu'ils nous ont légué quelque chose, une planète, une vie, un village, un pays, que nous, on doit prendre soin pour les générations futures. Donc, nous vivons dans une société de legs. Une société, nous vivons dans une société de quoi? De legs. De legs. Non, je reviens dessus parce que c'est important. Nous vivons dans une société de legs. Auditeurs, auditrices de la voix de la diaspora, voici une formule à adapter. Nous vivons dans une société de legs. Les choses ne sont pas là au hasard et nous ne naissons pas avec. On nous les donne, même s'il y a des choses avec lesquelles l'intelligence, l'adaptabilité, mais nous vivons dans une société de legs. Oui, continue. Voilà. Et quand on a reçu ça, et c'est à nous de travailler pour qu'on puisse laisser quelque chose aussi aux enfants, de nos enfants, aux générations futures, pour dire ça. Aux générations futures. Et nous allons arriver, et je vais sauter ces questions. D'accord. Et puis nous allons aller, et c'est vrai que je dis il y a 3 actes, mais je vais mêler les actes. Nous allons aller maintenant sur ce que j'appelle la question sur la forme. La forme de l'ouvrage, comment vous avez conçu l'ouvrage. Vous avez choisi un style clair, presque pédagogique, très structuré en chapitres qui sont courts. Est-ce un choix assumé pour toucher un large public? Oui. Oui, tout de suite, parce que je l'ai dit, la question de l'héritage, c'est quelque chose qui nous interpelle tous. Et il faut appeler les uns les autres pour travailler là-dessus. Voyez-vous, dans notre société actuelle, les parents n'ont pas l'occasion de parler, d'éduquer leur enfant, n'ont pas le temps nécessaire pour éduquer ou accompagner l'enfant dans toutes ces étapes de sa vie. Donc du coup, c'est un sujet d'actualité et avec tout ce la société traverse de nos jours. Surtout avec les jeunes. Avec les jeunes. Donc c'est pour cela que le choix des chapitres sont courts. Est-ce qu'il n'y a pas aussi parce que vous dites, dans votre esprit, vous dites, si j'écris long, si j'explique trop, ils ne vont pas lire? Est-ce que ça ne vous a pas traversé l'esprit? Non. Le plus important pour moi, c'est que le message puisse atteindre ce que ça doit atteindre, mais le plus important, c'est que le message soit perçu de façon directe. De façon franche, afin qu'on puisse se familiariser dans la communication. Dans la communication. Et la communication tient une place de choix parce que tout ce que vous dites, il y a la communication. Pour vous, qu'est-ce que représente la communication alors? La communication, c'est la vie. Voilà, la communication, c'est la vie. S'il n'y a pas de communication, il y a rupture, il y a incompréhension, il y a des malentendus, il y a des mauvaises interprétations. Donc, c'est pour cela qu'il faut toujours passer par la communication, que ce soit pour résoudre les conflits, que ce soit pour, dans notre vie de tous les jours, échanger, vivre en harmonie avec les gens. Il faut passer par la communication. Il faut passer par la communication. Sur la question de la forme, on a vu la courtesse des chapitres, le style clair, presque pédagogique, comme si vous enseigniez. Et puis, il y a un autre versant que nous avons aussi détecté à partir d'une critique plus claire. Le ton parfois oral, ou comme si vous faisiez une conversation, donne l'impression d'un discours direct au lecteur, comme si vous vous adressiez directement au lecteur. Et pourquoi cette proximité? Cette proximité est due au fait que il y a beaucoup de mots qui minent notre société. Et sans la communication directe et franche, il va y avoir beaucoup de clivages ou bien beaucoup d'incompréhension. Également, le livre s'est voulu dans un ensemble afin que, dans un style un peu plus facile, pour que chacun puisse comprendre ça
Ah oui, il ne faut pas prendre le dictionnaire parce qu'il y a des auteurs. Et quand tu les lis, chaque ligne, il faut prendre le dictionnaire. Comme si voulait casser la tête des auteurs, qui fait qu'on peut déposer son livre et puis il n'est même plus y revenir. Et là, je dis, on va arriver au dernier aspect formel de votre ouvrage parce que je me suis intéressé. J'ai dit que maintenant il fallait que les ouvrages, il faut qu'on voit la forme, le fond et puis le rapport à la contemporanéité. Qu'est-ce que l'auteur peut donner à aujourd'hui par rapport à hier. Et la dernière question de forme, on remarque très peu de références académiques ou théoriques. Votre ouvrage repose-t-il essentiellement sur l'expérience personnelle et l'observation? Non, j'ai également donné des exemples. Sur l'observation, j'ai travaillé beaucoup sur l'observation, également sur les faits. Il y a des faits historiques. Et on va prendre par exemple la Côte d'Ivoire, et on a eu le premier président, Félix Houphouët-Boigny, qui a travaillé sur la paix, voilà, qui a travaillé sur la paix, qui a consolidé cette paix-là afin de la transmettre. J'ai donné plusieurs exemples. Dans ces exemples-là, j'ai également parlé qu'on appelle de l'héritage culturel. On va prendre par exemple la fête de l'Abissa, qui est une fête. Oui, mais la question, les références dont je parlais académiques, c'est-à-dire des livres où tu as puisé des références et puis tu cites ces livres-là en bas des pages. Non, j'ai pas fait ça comme ça. J'ai pas fait ça comme ça. Voilà, c'est de ça, c'est la question fondamentale que je posais parce que là on constate, parce que la structure elle est raisonnable. C'est ça. Le style est court, il est pédagogique, chapitre court. Et puis il y a l'approche que vous faites une approche orale, de discours direct, comme si vous parliez directement. C'est la particularité de votre ouvrage. Comme si vous étiez assis, vous, Tipotou Kofi, que vous conversiez avec quelqu'un. Donc, moi, ma surprise a été de savoir pourquoi est-ce que Tipotou Kofi n'a pas dit, par exemple, tel référent de tel ouvrage, telle référence. Voilà, tout ça concourt. C'est pour vous montrer la structuralité est bien évidente de votre ouvrage. Et pour dire qu'elle est directe, c'est une approche personnelle, personnalisé, pour dire que cet ouvrage-là, c'est un corps à corps entre... C'est comme si Tipotou Kofi, il était à côté du lecteur et qui lui donnait des conseils en même temps pour lui dire voilà comment j'ai procédé. Merci Tipotou Kofi. Nous allons remonter à la question de fond. Et puis nous allons arriver à l'acte 3 qui est le rapport à la contemporanéité. Votre œuvre dans l'espace présent, dans l'actualité. Auditeurs, téléspectateurs de la Voix de la Diaspora, suivez-nous sur la 106.9, suivez-nous sur YouTube Live, suivez-nous sur Facebook Live. Tout à l'heure, à partir de 16h, vous aurez une autre émission, Libre Antenne, et vous allez entendre l'actualité, vous allez voir d'autres auteurs, et certainement Kif Tasta, toutes ces émissions qui passeront après que nous soyons passés, nous, celles-ci, on lisait avec Jacques Loulou Teguilois, 2 fois loup, le loup blanc. Donc, Tipotou, nous revenons à nos questionnements sur le fond de votre ouvrage. Nous avons fini avec la forme. L'un des chapitres aborde les signaux d'alerte de la dilapidation, c'est-à-dire la dilapidation de l'héritage. Peut-on parler d'un point de non-retour et comment intervenir à temps? Lorsque il y a un héritier, il y a d'autres héritiers, mais c'est lui qui est le légataire, c'est lui qui... Et puis on voit qu'il est en train de dilapider. Est-ce que le point de non-retour est atteint ou est-ce qu'on peut intervenir? On peut intervenir parce que s'il se comporte de la sorte, c'est qu'il y a eu quelque chose. Il y a eu quelque chose. J'ai parlé tout à l'heure des influences et il faut le ramener, il faut essayer de le ramener. Ça dépend. Là maintenant, ça dépend des cultures. Il faut le ramener et ça dépend des cultures. Des cultures, voilà. Parce que quand vous dites qu'il faut le ramener, parce qu'il est le légataire. C'est ça. C'est lui qui dirige, c'est lui qui fait. Est-ce qu'il va écouter? Voilà, continuez. Voilà, ça dépend des cultures et il y a forcément des personnes aux ressources sur lesquelles on peut s'appuyer pour appeler l'héritier et essayer d'échanger, de communiquer pour voir ce qui ne va pas.
ou bien pour voir si la vision ou si l'objectif est toujours le même. Donc, il y a forcément des personnes aux ressources. Et ça, je le répète, ça dépend des cultures. Il y a des personnes aux ressources. Parce qu'il y a des personnes qui peuvent respecter, qui les respectent, qui l'écoutent, quoi que... il y a même des avocats, il y a des spécialistes en finance et autres, et à qui on peut se référer, qui vont ensemble s'asseoir avec l'héritier et essayer d'échanger avec lui pour voir ce qui ne va pas. Mais lorsqu'on arrive au cadre de l'avocat, est-ce que là, ce n'est pas conflictuel? Non, ça ne peut pas être conflictuel quand c'est bien géré, quand la communication passe. Toujours la communication. Voilà, quand la communication passe, il n'y a pas de problème. Mais quand chacun est dans son coin, ça devient un peu difficile. Et là, ce côté-là, je pense que je vais laisser ça aux spécialistes, aux avocats, aux spécialistes qui sont dans ce domaine, ceux qui sont dans le domaine juridique, de pouvoir peut-être échanger là-dessus. Mais ici, dans les solutions que nous prônons, c'est de trouver des personnes aux ressources et de travailler en fonction également de la culture dans laquelle nous nous trouvons pour régler ce genre de difficultés. Des difficultés. Mais vous, en tant qu'écrivain, est-ce que, parce que ça peut être une recherche, est-ce que vous n'avez pas pensé à écrire là-dessus? Oui. C'est-à-dire que développer selon votre vision, parce que comment est-ce qu'il faut faire? Est-ce que vous n'avez pas pensé à ça? J'y ai pensé, mais pour l'instant, pour le moment, je suis resté sur cette partie-là parce qu'il y a beaucoup de personnes qui interviennent. Il y a beaucoup de personnes qui interviennent là-dedans parce qu'il peut arriver que l'héritier se braque. Il peut arriver que l'héritier ne veut écouter personne. Mais il y a forcément des personnes aux ressources. Et j'ai même échangé avec une dame récemment où elle me disait que dans certaines cultures, il y a des choses qui ne se font pas. Voilà. Donc, c'est pour cela que j'ai dit ça dépend des cultures. Il peut arriver que l'héritier est l'aîné. Et on ne peut pas s'adresser à l'aîné comme on s'adresse à tout le monde. Donc, quelles sont les voies et moyens dont nous disposons? La médiation. La médiation, merci. La médiation. Merci Tipetou Kofi. Nous allons terminer la dernière question sur le fond. La notion de mentorat traverse votre propos. Tout le temps, on n'a pas... C'est vrai que vous ne le dites pas toutes les lignes, même quand on parle des personnes ressources, des personnes, tout ça, c'est le mentorat. À quoi reconnaît-on un bon mentor et quel est son rôle dans la construction d'un héritier digne ou d'un digne héritier? Un bon mentor, c'est celui qui bâtit des leaders, pas des suiveurs, pas celui qui a des suiveurs. Il faut rechercher des personnes qui partagent votre vision, qui peuvent la transmettre. Voilà, donc le mentor, c'est celui qui laisse un héritage aux enfants de ses enfants. C'est celui qui forme des hommes. Parce que quand vous formez un homme, c'est la société c'est une société que vous bâtissez. Voilà, quand les hommes, puisque ce sont les hommes qui composent la société, voilà, quand les hommes sont bien bâtis, vous allez voir qu'il n'y a pas de problème dans la société. Donc le mentor, c'est celui-là qui a pour mission d'inculquer des valeurs, de former les personnes qui résident dans ces sociétés-là. Et le bon mentor, c'est celui-là même qui accompagne, comme on appelle son héritier, c'est celui-là qui le forme jusqu'à ce qu'il puisse comprendre. Pas celui qui veut tout le temps avoir la même mise ou contrôler l'individu, non. C'est celui qui forme jusqu'à ce que son filleul devienne lui-même un leader et qu'il puisse transmettre également ces valeurs-là à d'autres personnes également. Comme je l'ai dit, nous sommes dans une course de relais. Dans une course de relais. Ce mot-là aussi sort tantôt et bien fusionnellement dans cet ouvrage de M. Tipetou Kofi. Voulez-vous perdre votre héritage? Celui qui ne prépare pas sa succession prépare sa propre destruction. Aura édition, finance personnelle, 113 pages. Et donc, nous avons fini avec la question de fond et de forme. Nous allons attaquer maintenant le rapport, l'acte 3, qui est le rapport à la contemporanéité, l'œuvre dans l'actualité, l'œuvre au présent. Et à l'heure où la notion même d'héritage est remise en question, avec les débats sur les privilèges, la méritocratie ou l'égalité, votre message ne va-t-il pas à compte courant
Non, pas du tout. Pas du tout. C'est pour cela qu'on parle d'héritier, d'héritage. Il faut bien identifier celui à qui vous allez transmettre ces valeurs-là. C'est pour cela que j'ai dit que le mentor, c'est celui qui doit faire une analyse juste et honnête. Pas une analyse sur mesure. Voilà, sur des intérêts égoïstes. Il doit avoir des intérêts pour l'ensemble, pour la collectivité, ou bien un intérêt général pour l'ensemble. Donc, il faudrait que le mentor ait une analyse vraiment, vraiment juste et honnête. Et honnête. Ça, c'est le premier rapport à la contemporanéité, à la réalité du terrain. Et la deuxième, comment votre réflexion sur l'héritage s'adapte-t-elle à une époque où les parcours professionnels, les familles et les valeurs sont plus fragmentés qu'avant? C'est justement parce qu'il n'y a pas eu cette transmission-là qu'il y a ces fragments-là dans la société. Vous voyez au jour d'aujourd'hui des jeunes qui manquent de respect aux aînés. Nous sommes en Afrique et l'Afrique a des valeurs. Voilà, donc quand ces valeurs-là ne sont pas respectées, c'est parce qu'il y a eu un fragment, c'est parce qu'il n'y a pas eu de continuité. On va prendre un exemple simple. On va prendre l'exemple sur l'héritage culturel et traditionnel. On a des familles qui n'arrivent même pas à parler leur propre ethnie à leur enfant. Voilà, des parents qui n'arrivent pas à parler leur ethnie à leur enfant. Mais l'enfant porte le nom Conan, par exemple. C'est un exemple que je donne. Il porte le nom Yao, mais il doit comprendre ce patronyme. Ça vient d'où? Ça vient de quelle région? Et pourquoi? À quel moment, à quel jour de l'année, à quel jour de la semaine on donne ce nom-là? Il doit comprendre le sens. Est-ce que vous voyez un peu? Donc c'est un ensemble. Justement, c'est parce qu'il n'y a pas cette transmission-là qu'on se retrouve dans ces difficultés-là. Quand la transmission est bien faite, vous allez voir que tout de suite, la société va aller de l'avant. On parle d'héritage culturel. Des jeunes aujourd'hui qui ne connaissent même pas leur village et l'histoire de leur village et autres. C'est tous ces éléments-là qu'il faut essayer de pérenniser parce que c'est grâce à ces éléments-là qu'on peut vous identifier. Quand quelqu'un qui sont en Europe attend votre nom Conan, il sait que Conan tout de suite, ça vient de l'Afrique de l'Ouest. Il sait que Conan, ça vient de l'Afrique de l'Ouest et en Afrique de l'Ouest, il peut y avoir 2 ou 3 pays qui ont ce patronyme Conan. Donc, tout de suite, quand vous donnez votre nom, on peut vous identifier, on peut vous géolocaliser. Donc, les fragments dans la société, c'est dû à tout ça. Au manque de transmission, au manque de relais. Monsieur Tipotou Kofi, nous avons terminé cette émission. Merci à vous d'avoir été présent dans les locaux de la Voix de la Diaspora de 120 logements non loin de la cité universitaire. Et quel votre mot de fin et à combien se vend cet ouvrage en Côte d'Ivoire et où peut-on le trouver? L'ouvrage est disponible dans toutes les librairies. Elle est vendue à 10 000 francs. Et vous avez parlé du mot de fin. Mon mot de fin, c'est tout, ça reste toujours le même. Celui qui ne prépare pas sa succession prépare sa propre destruction. Voilà, parce que on va prendre un exemple tout simple également. Dans le domaine de la littérature, il y a d'excellents auteurs, d'excellents écrivains qui ont écrit d'excellentes œuvres, mais qui ne sont plus de ce monde. Et les œuvres sont restées vaines. Or, celui qui écrit un livre, il rentre dans l'immortalité, c'est-à-dire qu'il laisse des traces. Et maintenant, de son vivant, il faudrait qu'il puisse travailler de telle sorte que cette œuvre-là puisse traverser le temps. Traverser le temps. Quand un homme marche, il faut qu'il laisse des traces. C'est ça. Il laisse des traces. C'était la citation du président Laurent Gbagbo. Et nos penseurs sont nombreux dans ce monde à penser cela. L'héritage n'est pas seulement que financier, il est culturel, il est moral, il est comportemental, il est dans tous les domaines. Et l'héritier ne vient pas seulement de la famille, il peut venir d'ailleurs, car un héritage, on le laisse à celui à qui on a confiance et qu'on sait qu'il pourra gérer ce que nous laissons aujourd'hui à
notre société, à notre tribu, à notre village, à notre quartier, à notre communauté, à notre univers. C'était notre émission Si on lisait sur finances personnelles, auteur M. Tipotou Kofi, titre de l'ouvrage « Voulez-vous perdre votre héritage ?» Sous-titrage « Celui qui ne prépare pas sa succession prépare sa propre destruction ». Aura édition, 113 pages. Merci de nous avoir suivis. Soro Genefo à la technique. À bientôt si les forces le veulent. Si